Bonsoir Michel. Bonsoir Catherine. Vous avez vécu au cours de votre vie une série de contacts avec des défunts, des contacts spontanés avec des défunts. Oui. Et ça a commencé avec votre papa, au décès de votre papa en 1980. Est-ce que vous pourriez nous raconter les circonstances et ce que vous avez vécu? Donc, nous avions mangé en famille avec mes parents, mes grands-parents, mon frère, dans une petite auberge de montagne. Donc, tout allait bien. On savait que mon père était quand même fragile du cœur. Il avait passé une visite peu avant, mais on n'y pensait pas du tout. Et puis le soir, moi je suis redescendu chez moi, et le soir, mon frère est venu m'avertir, papa est mort. Donc, je me suis précipité chez ma mère, enfin chez où ils habitaient, bien sûr, et on était complètement ahuris, déboussolés. Comme a dit ma mère à ce moment-là, j'ai l'impression d'être dans une pièce d'un mauvais théâtre. Et donc j'étais à la table, là, le temps passait évidemment, mais je pense que c'était vers 10 heures du soir à peu près. Une voix m'est descendue dans la tête, alors très clairement. C'est la première fois que ça m'arrivait comme cela. Ton papa ne sait pas qu'il est mort. Alors, j'ai prié à ma façon pour essayer qu'il se rende compte qu'il était passé de l'autre côté, quoi. C'est ça. Mais ça m'avait vraiment marqué. Et j'ai pensé que la frontière entre la vie et la mort, elle était très, 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 très fragile parce que lui ne se rendait pas compte qu'il était décédé. Donc, voilà, il devait être parmi nous et essayer de communiquer, de ne pas y arriver, quoi. Donc, je ne sais pas, peut-être que les prières que j'ai faites l'ont permis de se rendre compte, je ne sais pas. C'est un souhait que j'ai émis et que je garde toujours en moi. L'enterrement a suivi son cours normal. Et puis, 2 nuits après le décès de mon père, je l'ai vu en rêve. Mais ce qui me gêne, c'est le mot rêve. Parce que c'est pas des rêves, c'est des expériences de conscience, quoi. Alors, parce que si on emploie le mot rêve, ça fait illusion. C'est pas une illusion. Donc, je me suis retrouvé devant mon père. Il était à un bureau, assis à un bureau, et derrière, il y avait un grand rideau. Donc, on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait derrière. Alors, je lui ai demandé tout simplement, mais tu peux décrire où tu es? Il m'a dit, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, mais vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est alors avec un petit sourire qu'il s'est adressé à moi. Il m'a dit, tu sais, il faut quand même parler un peu plus avec ta famille. Parce que c'est vrai que, mais il avait, avec un sourire, hein, il n'y avait aucun jugement. C'est vrai que, bon, je disais pas tout à ma famille, mais bon, une partie de ma vie était un peu déformée, mais c'était pas méchant non plus, hein, mais c'était pour pas leur faire vraiment de soucis. Voilà. Il m'a bien adressé ça. Il m'a dit aussi, je sais tout ce que vous avez dans la tête, le bien, le bon et le plus mal quand vous pensez à moi. Et quand je dis ça à ma mère, ça l'a un petit peu remué, quoi, parce que c'est le côté, ce qui est bien, ça va, mais ce qui est mal, disons, c'est pas le mal, c'est pas ça, vous n'êtes pas de pur ange, quoi. Il y a aussi une partie en vous qui fait que votre deuil est un peu terni, voilé. Oui. Oh, ils font pas de cadeaux, là, je pense pas. Mais avec beaucoup, beaucoup d'amour. Parce que, oui, je lui ai demandé, mais papa, est-ce que je vais pouvoir revenir te voir? Et là, il a baissé la tête, il a baissé les yeux d'un air anxieux, triste. Voilà. Donc, le contact n'était pas assuré.
crois, pour l'avenir. Hein. Et donc, comment s'est terminée cette rencontre, ce songe-là, C'est coupé net. Hein. Sur l'image de mon père qui était attristé par le fait que se rencontrer, c'était pas une évidence, quoi. Et donc, ça, c'était donc pendant que votre corps était endormi. Et Oui. quand cette rencontre s'est terminée, est-ce que vous vous êtes réveillé, votre corps s'est réveillé, ou c'est que le lendemain, vous vous en êtes souvenu? Oui, je m'en suis souvenu, bien sûr. Dans tous les détails, quoi. J'ai répété à ma mère. Hein. À mon frère, je pense pas, non. Mais à ma mère, oui, je le dis dans tous les détails. Qu'en a-t-elle pensé? Ma mère, c'était quelqu'un de très sensible. On avait de longues discussions justement sur l'après-vie, tout ça. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle est décédée. Elle est décédée assez longtemps après quand même. Et j'ai jamais eu de contact avec elle. Alors que j'ai eu des contacts avec mon père, avec qui on n'a jamais eu de discussion sur ce sujet-là, quoi. C'est bizarre. Vous avez eu plusieurs contacts avec votre papa après? J'ai eu un grand contact avec lui. On va dire que c'est une hallucination, on va dire que c'est un rêve, mais c'est pas ça du tout. Parce que je vous assure que je pouvais pas faire la différence entre la vie matérielle, réelle. Il n'y avait pas de coupure. Voilà, j'habitais dans un petit village et j'avais un jardin qui était situé dans une montée assez raide. Et je monte donc, je ne peux pas vous dire si c'est vrai, si c'est réel ou si c'est irréel, mais enfin, c'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que je vois de l'autre côté? Mon père, dans le jardin. Il y avait juste un petit mur qui nous séparait, qui nous arrivait à peu près au niveau du thorax, mais on se voyait bien. Et puis j'ai dit, mais t'es de retour, papa, t'es de retour. Et puis, dans ce véhicule-là, il y avait des gens au sommet du village, au sommet de la côte Pagno, qui étaient au sommet de la côte. Et je disais, mais descendez, descendez, mon père qui est de retour. Ils sont descendus, ils ont regardé tous les côtés, ils n'ont rien vu. Et mon père, était toujours là, et il m'a regardé, mais avec des yeux, vous ne pouvez pas imaginer cette beauté du regard. C'était magnifique comme ça. Il m'a regardé, il m'a dit, mais si on peut se voir tous les deux, c'est que nous sommes vrais. C'était pas, nous sommes bons, nous sommes généreux, nous avons toutes les qualités du monde. Non, nous sommes vrais. Voilà. Et ça s'est estompé. J'ai fait demi-tour, j'ai rejoint ma maison qui était juste à côté, quoi. Et ça, je vais vous dire que ça m'a marqué profondément. Et vous diriez physiquement, si vous décriviez votre papa là, dans cette expérience? Il est décédé à 67 ans. Et là, je lui aurais donné à peu près 50 ans. Mais c'était surtout ses yeux. C'était d'une beauté, mais lumineux, comme on peut imaginer le regard je ne sais pas qui, de quelqu'un de très, très spirituel, disons. Mais en même temps, très matériel. Et vêtu avec des vêtements comme vous lui auriez connu ou... Oui, ça, j'ai pas remarqué exactement comme il est habillé, mais c'est comme, il était comme tous les jours avant son décès. Après cette expérience avec votre papa, il y a une quinzaine d'années, vous avez eu un autre contact avec une personne qui venait de décéder ou qui était décédée. C'était votre voisin Maurice. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette expérience? Oui. Alors, mon voisin, je me réveille donc et puis je descends, je m'assois sur mon lit et je me dis, tiens, j'ai pas rêvé à Maurice. Voilà. Et au moment où je me pose cette question, il y a une voix qui sort de ma poitrine, d'ici. Et c'était sa voix. Et il avait un accent un peu, vous savez, dans notre région, on a un peu l'accent vaudois. Je ne sais pas si vous savez. C'est l'accent vaudois. Et
il ne s'adressait pas directement à moi, c'est comme s'il s'adressait à sa femme. C'est comme si je reprenais une discussion avec sa femme. Et il a dit exactement ça. Oh, j'ai vu Joanie, et il n'est pas encore tout à fait en forme. Bon, chez Joanie, ça ne me disait rien du tout. Et puis, le temps a passé et je me suis retrouvé dans un banquet du village en face de la veuve. Hein. Et j'ai dit, j'ai hésité à lui dire. Bon, j'ai bu un petit verre de chardonnay, parce que ça délie la langue parfois. Et puis, donc, ça m'a donné le courage de lui raconter ça. Et quand je lui ai parlé de Joanie, je l'ai vu blanchir, parce qu'elle m'a dit, mais Joanie, c'était son meilleur ami. Et je ne savais pas, hein, je ne savais pas du tout. Oui, qui était mort bien avant lui, au moins 3 ou 4 ans avant lui. Alors, ça m'a fait penser que ces communications, elles reposaient quand même sur des bases solides, quoi, puisque j'ignorais totalement le nom de son ami. Et donc là, c'était avec sa voix à lui, vous dites que vous Oh, avez c'était sa voix totale, avec cet accent très, très particulier qu'il avait. Alors que la voix que vous avez entendue au décès de votre papa, cette voix, est-ce qu'elle était identifiable? Non, non, c'était une voix, celle qui m'a dit ton papa, je ne sais pas qu'il est mort. Non, non, c'était pas identifiable. C'était pas une voix que je connaissais, sans rapport avec les gens que je connaissais. Et vous pouviez identifier si c'était une voix d'homme, une voix de femme ou pas? C'était une voix d'homme. Et donc, moi, j'ai pensé que c'était un être d'un autre espace, quoi, bien sûr, évidemment. Merci, Michel. Ensuite, donc, après Maurice, il y a 3 ou 4 ans, je crois, il y a eu une expérience avec vos grands-parents. Oui, là, ça a été le bouquet. Voilà, j'étais donc où j'habitais il y a encore 2 ans, sur mon canapé qui donnait en face de la porte. Et soudain, j'entends graboter vers la porte, comme si on frappait à la porte, je ne sais pas. Et j'ai dit, tiens, c'est ma copine qui, je ne l'ai pas vue sortir. Et j'ai dit, entre, eh ben, entre, j'ai dit, ouais, entre. Et ce qui est rentré, c'est mes 2 grands-parents qui étaient morts des décennies avant. Et surtout mon grand-père, il est mort l'année d'après mon père, en 81, il est décédé. Et bon, on va dire, bien sûr, c'est une belle hallucination, c'est un rêve. Moi, j'étais j'étais comme ça. Je suis allé vers ma grand-mère, j'aimais beaucoup ma grand-mère. Je vais faire comme Baptiste, je vais porter ses émotions. J'aimais beaucoup ma grand-mère, je lui ai dit, mais ma petite bébé chérie, c'est gentil d'être passée me voir. Mais je ne me souviens pas de paroles qu'elle ait dites ou pas, c'était sa présence qui comptait. Je l'ai pris dans mes bras, comme j'aurais pris quelqu'un dans mes bras, quoi. Et je me rappelle, mon grand-père, par contre, c'était 2 ouvriers d'usine, hein. Ils ont travaillé à la Chappe, à Tenay, et mon grand-père était contremaître, lui, mais très simple, un homme d'une gentillesse folle. Et lui, par contre, il n'était pas comme ma grand-mère, dans ma vision, j'aime pas, dans ma perception. Il était habillé un peu très, très digne, comme Sacha Guitry. Et lui, c'était pas son genre non plus, quoi. Ici, j'étais toujours nickel, mais pas habillé, théâtralement presque, et puis très absent. Il était là, mais sans être là, quoi. Puis l'accompagnait, c'est ma grand-mère, c'est tout, quoi. Voilà. Et là, je me rappelle que j'ai fait un thé à ma grand-mère. Je voulais offrir un verre de vin à mon grand-père et je n'ai pas pu passer. La table bloquait le passage au frigo, quoi.
Est-ce que vous pourriez dire pourquoi? Oh oui, bien sûr. Enfin, oui, quelques mots. Je suis correspondant de presse, alors j'assiste beaucoup, très souvent, à des inaugurations. Elle se conclut toujours par un petit vin d'honneur, comme ça, c'est un verre ou deux de pétillant. Et plusieurs fois, j'ai eu des avertissements où on m'a demandé de plus boire. Et le fait que je ne puisse pas offrir un verre de vin à mon grand-père parce que la table bloquait le passage, je me suis dit, tiens, c'est quand même peut-être bien, ils sont peut-être venus pour me faire donner un sacré avertissement, là. Votre grand-père était habillé de façon très théâtrale, vous dites, et votre grand-mère était habillée comme vous la connaissiez avant, de son vivant? Oui, je lui donnerais 45 ans, c'était une très très belle femme. Je lui donnerais à peu près 45 ans, elle était dans sa pure beauté. Ça, mais vous voyez, à part cette histoire de vin, je pense que l'important, c'était leur présence en chair et en os. Et quand vous dites que vous lui avez préparé un thé, donc physiquement, vous lui avez préparé un thé, on est bien d'accord. Oui. Et qu'est-ce qu'elle en a fait de ce thé? Ah ben, vous me posez une question. Euh, dans mon souvenir, je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas vous dire oui ou non, qu'elle l'ait pris ou pas pris. Je ne sais pas du tout. Je sais que je l'ai posé sur la table. Et sa présence était physique, vous l'avez dit, vous l'avez prise dans vos bras, alors que votre grand-père, vous auriez dit que sa présence était moins physique ou c'était juste l'impression qu'il était absent? C'est son air qui donnait qu'il était absent, vous voyez. Mais il était présent, quoi, bien sûr. Je ne l'ai pas pris dans mes bras parce que c'est ma grand-mère, quoi, c'était tout. Hein, j'étais son chouchou. Et comment s'est terminée donc cette expérience? Ça s'est terminé, je ne les ai pas vus partir. Hein. Ça, c'est cette espèce de dimension dans laquelle j'étais, où mes grands-parents étaient. Eh bien, comment vous dire? Ça s'est effacé. J'ai rejoint mon canapé et puis ça a disparu. Ça fait comme une séquence de cinéma qui s'arrête, quoi. Mais c'était quand même, je vous assure que ça m'a quand même travaillé pendant plusieurs jours, jusqu'à présent d'ailleurs. Lui avait l'air jeune également, comme elle? Plus jeune? Excusez-moi. Votre grand-père avait-il l'air plus jeune aussi comme votre grand-mère? Non, non. Il avait une apparence. Il est décédé, lui, à 83 ans. Donc, oui, il était sans âge. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il était sans âge. Et donc, ensuite, donc, vous avez eu, il y a aussi quelques années, le décès, vous disiez, de votre frère. Pouvez-vous nous dire l'expérience que vous avez vécue lors de son décès? Eh bien, là, j'ai mon ancien appartement, là, à Chélieu-la-Balme, ça s'appelait. Mon frère était très malade. Il a un cancer, évidemment, parce que voilà, il fumait beaucoup. Bref. Et j'allais le voir, il était à l'hôpital de Chambéry, c'est-à-dire bien plus d'une heure de chez moi quand même. J'allais le voir, c'était difficile pour moi. Et cette ambiance, voilà. Donc les médecins m'ont prévenu que du jour au lendemain, ça pouvait arriver. Hein. Mais ils m'ont dit, vous en faites pas, il souffrira pas. Je me pose encore la question pour savoir, donc vous pouvez savoir ça. Bon, bref. Et donc j'étais couché, mais je ne dormais pas. C'est pour ça, j'aime mieux employer le terme vision que rêve, parce que je ne dormais pas. Et je l'ai vu arriver du côté de la fenêtre dans une veste noire
en cuir que je lui avais acheté. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une ceinture. Une ceinture serrée à la taille. J'ai cherché après pour voir le symbolisme de ça, de la ceinture et tout. Je pense qu'il en avait assez. Il avait assez souffert et sa vie était pour lui, je pense, un échec. Il me l'a dit souvent. Et il avait envie de partir, quoi, de s'en aller, de poursuivre l'aventure dans une autre dimension. Eh bien, non, c'est pour dire qu'il croyait ni en Dieu ni en diable, lui. Hein, là, je vous assure. Hein. Mes parents, c'était pas pareil. Ils avaient quand même une petite ouverture d'esprit. Votre ressenti était positif pour lui, enfin ce qu'il dégageait pour vous, c'était positif? Pour moi, la vision a été positive. Vous le sentiez bien, je veux dire, vous le sentiez bien là où il était ou il n'y avait pas du tout ce ressenti-là? Non, il partait. Il est simplement comme pour me dire, eh bien, écoute, je m'en vais. Hein, je m'en vais, mais je suis toujours vivant. Et cette ceinture, physiquement, vous ne la connaissiez pas. Elle faisait pas partie de ces vêtements, enfin de ces. Non, non, pas du tout. Je sais pas, la ceinture, j'ai pris comme une espèce de. C'est ma décision. Elle était cintrée. C'était comme s'il avait pris vraiment la décision de partir. Quoi. Vous voyez? Et vous faites cette déduction avec la ceinture? Oui. Parce que je ne sais pas, c'est comme si comme une certaine force, une certaine volonté, la ceinture, pour moi. Mais j'entends bien que c'était pour vous. Ouais. Chaque fois, c'est pour nous, quoi. Oui, bien sûr. Et quand vous dites qu'il voulait partir, il est pas parti volontairement, c'est la maladie qui l'a emporté. Oui, mais au fond, moi, je le connaissais bien. Hein. Au fond, il en avait assez. Il en avait assez de se Il a retrouver. lâché. Il a lâché. Il a lâché voilà. Ouais. Il était seul, voilà. Donc, son départ, ça a plus été, à mon avis, une libération que, évidemment, le deuil, c'est le deuil. Hein. Parce que même maintenant, quand j'apprends une nouvelle, je dis, tiens, je vais le dire à Christian, à mon frère. Puis, évidemment, Stephen, il n'est plus là. Avant 1980, donc avant votre première expérience avec votre papa, aviez-vous, à part, donc vous avez dit, c'était un passé un petit peu communiste, sans croyance en Dieu, bien sûr, dans votre famille. C'était votre cas aussi? Au départ, oui. Les contacts que vous avez eus ont été spontanés. Vous n'avez pas cherché à les avoir. Pas du tout. Ouais. Ça a toujours été spontané, sans recherche vraiment de. Puis après, j'ai essayé j'aurais bien aimé revoir, par exemple, mon père. Il y a une fois où je l'ai revu, mon père, parce que je voudrais bien le raconter, ça, c'est vite fait. Hein. C'est au moment du Covid, j'ai attrapé le Covid, et ça m'a vraiment remué quand même. Hein. J'étais pas vaillant. Donc, j'étais toujours assis sur mon canapé, le fameux canapé. Et devant la fenêtre, j'ai vu passer mon père. Et il était à l'époque où je l'ai pas connu, évidemment. Il était maquisard. Il était chef du maquis dans la région, là. Et il avait cette espèce de force combative. Alors, à un moment, je me suis dit, ça y est, viens me chercher. Puisqu'on dit souvent ça, qu'on voit apparaître des gens qui. Et puis non, il n'est pas venu me chercher, mais il est peut-être venu m'aider, certainement, à surmonter cette épreuve. Voilà, c'était. Mais j'ai bien vu, hein. Passer devant la fenêtre, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Michel, pour ce partage. Merci beaucoup à vous. Merci bien. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.